Les flèches d'argent ont totalement dominé ce premier week-end en Australie. On se retrouve pour ce premier récap de Grand Prix. Welcome back dans Fast and Gorgeous. On revient enfin pour ce premier Grand Prix qui a eu lieu en Australie à Melbourne ce week-end. C'était donc le premier week-end de Formule 1 de course complète avec les essais, les qualifs, la course le dimanche de cette saison 2026 où on a découvert comment fonctionnaient les voitures on va dire en pleine performance. Et c'est effectivement un week-end qui a été totalement dominé par Mercedes. Mais on va en reparler parce qu'il s'est quand même passé beaucoup de choses. Et en fait, nous aussi, en tant que spectateurs, on découvre de nouvelles choses. En tout cas, moi, je comprends de mieux en mieux comment fonctionnent les voitures de 2026. Et ça a l'air de quand même pas mal embêter les pilotes. Mais on va en reparler. Donc pour revenir sur ce gros week-end, on a eu des essais qui étaient quand même assez intéressants. Moi, j'ai regardé les essais de 3 notamment. Donc déjà, on peut parler de Aston Martin qui a vraiment de gros problèmes. Ils ont fait très peu de tours. Il me semble que Fernando Alonso n'est pas sorti en essai libre 1 et 2 de mémoire. Ce que j'ai compris de ce que j'ai vu des interviews d'Adrian Newey, c'est notamment lié à des vibrations et donc de la connexion entre le moteur Honda et la technologie de la voiture Aston Martin. Donc très compliqué et je trouve que c'est assez décevant honnêtement parce que l'arrivée d'Adrian Newey a été vraiment annoncée comme la révolution chez Aston Martin et là franchement c'est plutôt la grosse catastrophe. Alors ce n'est pas que de sa faute évidemment, mais c'est vrai que je m'attendais à beaucoup mieux de la part d'Aston Martin sur cette saison 2026, surtout qu'ils ont travaillé sur la voiture depuis très longtemps. Après ils ont dit qu'ils avaient essayé de trouver des solutions pour cette connexion entre le moteur et la voiture, mais ce qui expliquait beaucoup les commentateurs pendant ce week-end, c'est qu'en fait on est là sur des grands prix en Australie, en Chine, au Japon, enfin vraiment très loin des bases européennes. Et donc, a priori, il y aura très peu d'évolution sur les voitures ou en tout cas des difficultés à apporter des vraies corrections qui vont avoir un vrai impact. Donc, voilà, pour moi, c'était vraiment la validation de la catastrophe Aston Martin, en tout cas pour ce début de saison. En qualification, c'est là où on a enfin découvert les voitures à pleine puissance et franchement, c'était quand même très cool. Alors, on va en reparler, mais j'étais très contente de voir enfin les voitures qui vraiment puissent exploiter, enfin que les pilotes puissent exploiter toute la puissance de leur voiture, sachant que donc effectivement, on a cette nouvelle technologie de récupération d'énergie qui impose les pilotes à avoir des moments de freinage sur le moteur thermique, si j'ai bien compris, mais on va en reparler, pour qu'il y ait une recharge du moteur électrique et ensuite potentiellement des décharges électriques pour que la voiture avance, etc. Enfin bref, c'est une nouvelle façon de conduire qui impacte énormément la conduite des pilotes. J'ai pas mal écouté ce que disait Gasly là-dessus en disant c'était vraiment une nouvelle façon de conduire les voitures. Verstappen aussi en a parlé plutôt en négatif, mais c'est quand même une vraie révolution et en tout cas c'est vrai que ça change la façon de conduire la voiture puisqu'on a une stratégie et une optimisation de l'énergie de la voiture en tant que telle qui va au-delà du simple pilotage et de la technique de pilotage. Donc des qualifications avec une belle bagarre, des équipes de pointe, notamment Ferrari, Mercedes et McLaren, avec quand même une énorme domination de Mercedes en qualification, ça, il n'y a pas de doute. Les Ferrari, franchement, elles ont plutôt bien géré, je trouve, en qualif, même si elles ont pas fait... elles ont fait des résultats, elles sont entre la 4e et la 7e position, entre Leclerc et Hamilton. McLaren, pareil, entre les deux, donc 5e et 6e pour Norris et Piastri. Donc voilà, des équipes de pointe qui sont plutôt en haut, et ça, on s'y attendait, mais quand même une grosse domination Mercedes. Et les équipes de peloton qui, elles, pour le coup, sont quand même assez loin des équipes de tête. On a parfois des écarts à plus de 2 secondes. Donc voilà, à voir comment après ça va se rééquilibrer, s'il va y avoir des ajustements entre les performances des voitures. Le gros événement, je trouve, de cette qualification, c'est le crash de Verstappen dès la Q1. Donc il n'a pas pu faire les qualifications finalement et il sort en Q1. A priori sur un problème matériel de sa voiture. Et l'autre fait marquant, je trouve, de ces qualifications essais, c'est Kimi Antonelli qui, je trouve, a fait énormément d'erreurs, notamment en essai libre 3 où il s'est vraiment crashé
extrêmement en essai libre 2 pardon, oui, il s'est crashé vraiment très fort. Il a failli pas pouvoir sortir. Donc voilà, Kimi, alors qui finalement fait quand même une deuxième place en qualif, ce qui est très très bien. Mais je trouve qu'il a fait beaucoup d'erreurs de conduite et on va en reparler parce que dans la course aussi. Si on fait le récap, c'est que sur ces qualifs, on a une double ligne Mercedes, Russell en première position, donc en pole, et ensuite on avait Kimi Antonelli. Et en troisième position, nous avions qui? Notre Français, Isaac Hadjar, qui a fait une super qualif. Franchement, un très très beau week-end pour Isaac, même si on va reparler sur la course, parce qu'évidemment, ça s'est mal passé. Mais très très contente de Isaac Hadjar. J'ai l'impression il arrive à mieux appréhender la voiture que Max Verstappen, en tout cas sur la nouvelle façon de la conduire. Il a moins d'impréhension, ou en tout cas, bon, il l'exprime moins que Max Verstappen déjà. Mais en termes de performance, il est soit très proche de Verstappen, soit il était au-dessus. Alors au-dessus en qualif, évidemment, puisque Verstappen s'est crashé. Mais Hadjar a bien maîtrisé sa voiture et il a donc une deuxième ligne du français dès sa première course en Australie, qui est quand même une très très bonne nouvelle. Ensuite, le dimanche matin, on a eu la course avec d'abord un crash de Piastri dès le Formation Lap. Donc Piastri a dû abandonner avant même de faire le départ de son home GP. Vraiment dommage. Et donc ce que j'ai compris à nouveau, c'est que la batterie a délivré une puissance, donc on m'a dit 114%, et a surpris Piastri. Et en fait, il n'a pas pu gérer cette surplus de puissance. Donc à nouveau, je pense qu'on va beaucoup en reparler sur ce début de saison, sur la façon de récupération d'énergie, l'utilisation de la puissance batterie électrique, thermique, etc. Parce que du coup, ça impacte beaucoup les pilotes. Et donc, on a eu un départ incroyable des Ferrari, puisque on avait donc une première ligne Mercedes, on avait ensuite Hadjar, Charles Leclerc, Hamilton derrière, et les deux Ferrari prennent la tête de la course extrêmement rapidement et elles prennent vraiment le dessus sur les Mercedes. C'était vraiment assez excitant en fait de voir ça en direct. On était là genre waouh, incroyable, les Ferrari font des départs fous. Ah oui, sachant que je n'en ai pas parlé, mais du coup il y a une nouvelle procédure de départ maintenant en course, puisque du coup il faut préchauffer le moteur, si j'ai compris, ou en gros de façon un petit peu, on va dire, vulgaire. Donc il y avait un pré-start et ensuite le start. Et en tout cas, les Ferrari, elles ont extrêmement bien géré cette nouvelle procédure de départ. Et donc, départ incroyable des Ferrari. Kimi perd énormément de place au départ. Je ne sais pas exactement pourquoi. C'est vrai que, voilà, à nouveau, c'est des nouvelles procédures. Donc, il a pas très bien géré ce nouveau départ. Il me semble qu'il descend à la 6e ou 7e position dès le début. Donc, vraiment, vraiment compliqué pour lui. Et ensuite, on a une bagarre assez drôle entre Leclerc et Russell. Donc, Russell qui était en 2e position, qui, en fait, passent leur temps à se doubler sur les 10-15 premiers tours. Les 10 premiers tours. Et donc, ils utilisent non plus le DRS comme on le connaissait en 2025, enfin, jusqu'en 2025, mais le mode overtake, quand on est à moins d'une seconde du pilote qui nous précède. Et vraiment, on a pu voir quand même que la Ferrari, elle pouvait se battre contre la Mercedes. Donc, c'était assez appréciable et assez cool. Ce qui a, je dirais, vraiment provoqué la fin de la course, en tout cas la fin du classement et la fin de notre espoir pour Ferrari, c'est cette virtual safety car qui a été déclenchée au 11e tour lorsque Hadjar a une énorme défaillance moteur. Donc on voit son moteur fumer, il est obligé d'abandonner en course. Et en fait, sous virtual safety car, on a donc les deux Mercedes qui sortent et presque l'intégralité des autres pilotes, sauf Verstappen qui était en stratégie décalée en pneus durs. Mais donc du coup, les Ferrari ne sortent pas sous safety car, vraiment stratégique, que personnellement j'ai pas compris, et je pense que beaucoup n'ont pas compris, et notamment Lewis Hamilton n'a pas compris, en disant, Lewis il a dit dans sa radio, mais pourquoi il y en a pas au moins un de nous qui est sorti? Et je suis assez d'accord avec lui, je ne comprends pas. Alors, effectivement, Ferrari misait sur potentiellement une autre safety car qui a eu lieu, mais on va en reparler. Ils pensaient faire qu'un seul arrêt, mais finalement, tout le monde a fait qu'un seul arrêt puisque les pneus ont extrêmement bien tenu. Moi, je trouve que choix stratégique de Ferrari, pas très bon. Et donc, du coup, on a une deuxième safety car, un virtual safety car qui s'est déclenché au 18e tour de mémoire avec Hülkenberg qui doit s'arrêter. Sauf qu'en fait, il s'arrête dans la voie des stands. Et donc, Ferrari ne peut pas rentrer dans la voie des stands. Et donc, elle perd à nouveau
nouveau cette opportunité de faire un arrêt plus court. Ils sont obligés de s'arrêter sous drapeau vert, enfin en course normale, et donc du coup ils perdent leur avantage sur les Mercedes. Je trouve que c'est vraiment vraiment dommage, et je suis assez déçue honnêtement qu'il n'y ait pas eu un petit peu de piquant. Alors j'ai effectivement lu Fred Vasseur qui disait on pouvait pas avoir une boule de cristal, etc. Mais à nouveau, je suis assez d'accord avec Lewis Hamilton. On est en tout début de saison. Faisons des stratégies décalées pour les deux pilotes. Je pense que ça aurait été une bonne opportunité, au moins de laisser la possibilité à Leclerc, qui était devant Lewis, de décider si oui ou non il sort. Un petit peu comme on faisait avec Piastri et Norris, c'est le pilote qui est en tête qui décide si oui ou non il sort. Et honnêtement, quand on voit les deux Mercedes sortir, voilà, moi j'aurais suivi au moins un pilote. Donc ça, c'était sur la course. Et après, ce qui s'est passé, bah, honnêtement, c'était un peu moins excitant, on va dire. Il y a eu un peu moins de dépassements en course, même si, bon, voilà, il y en a eu quelques-uns avec les overtakes, etc. Mais Mercedes s'est envolé en tête. Donc, on avait Russell qui mit en tête, puis Leclerc, Hamilton. En cinquième position, il me semble qu'on avait Norris qui a vite été rejoint par Verstappen, qui a fait une belle remontée quand même, parce qu'il parlait de la 16e position. Donc la Red Bull plutôt performante en course, ce qui est intéressant, et je suis un peu déçue quand même du coup pour Adjar, parce que bon voilà, j'ai pas pu voir les performances qu'il aurait pu donner. Donc petit point rapide maintenant sur le classement des pilotes et des écuries. On a évidemment Mercedes en tête avec cette incroyable pole de Russell, et ce doublé, enfin cette première ligne Mercedes en qualif et ce doublé Mercedes, premier doublé Mercedes. Donc vraiment très 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 cool. En deuxième position, on a Ferrari qui est quand même la deuxième force du plateau, et derrière on a McLaren et Red Bull qui me semblent du coup plutôt coude à coude. C'est vrai dans le réel que j'ai fait en premier récap de qualif sur Instagram, je disais que Ferrari et McLaren étaient peut-être similaires en termes de performance, puisqu'elles étaient en qualification, elles étaient vraiment l'un dans l'autre. Mais en course, a priori, la Ferrari est plutôt très bonne. Donc, à voir pour la suite. Mais les quatre équipes de tête restent les mêmes, même si du coup, il y a un inversement des leaders, puisque c'est plutôt Mercedes, Ferrari, et derrière McLaren et Red Bull. Derrière, le peloton pardon, est assez serré. Moi, je voulais souligner un commentaire de Jacques Villeneuve, qui l'a répété beaucoup de fois pendant le Grand Prix, c'est qu'on avait un beau châssis Audi. Et vraiment, c'est quelque chose à souligner, parce qu'effectivement, Bortoleto marque des points pour Audi, et la voiture fonctionne assez bien. Et derrière, à la peine, on a quand même Aston Martin, on en a parlé, Williams qui est pas top. Albon finit quand même 12e, donc c'est plutôt pas mal. Mais voilà, la voiture, elle a pas l'air excellente. Et Cadillac, mais bon, voilà, pour le coup, ça c'est un peu plus normal. C'est une nouvelle équipe qui rentre dans la course. Mais voilà, on a quand même voilà, ce panorama d'équipe. Et donc, notre leader après l'Australie, c'est George Russell. On se retrouve maintenant pour mon traditionnel top et flop. Mon top, c'est Arvin Lindblad, notre rookie qui est à peine majeur, il me semble, qui a fait vraiment un excellent week-end. Vraiment, je tenais à le souligner. Il a fait d'excellentes qualifs. Il finit 9e, juste derrière Liam Lawson. Il a fait des très bons départs. Il a fait une très bonne gestion de tous les essais, de toutes les qualifs, de toute la course. Et il fait donc un excellent départ en course. Lawson d'ailleurs se retrouve bien derrière, mais Lindblad fait vraiment un excellent départ, et il finit 8e de ce Grand Prix en Australie, et donc il marque des points dès son premier GP. Donc voilà, vraiment très solide Arvin Lindblad. J'étais vraiment hypée de le voir. Et pour Lawson, ouais, ça doit faire un peu mal, parce qu'il se fait tout de suite dépasser par son copilote rookie. Alors je me suis posé une question, c'est est-ce que le fait que Arvin Lindblad n'a jamais connu les voitures d'avant en Formule 1, est-ce que du coup c'est un pilote qui va plus facilement maîtriser cette nouvelle façon de conduire avec la récupération d'énergie, etc. Je ne sais pas. Mais voilà, mon top, c'est Arvin Lindblad. J'ai très hâte de le suivre. Moi vraiment, je suis vraiment hypée par Red Bull avec mon Isaac Adjar et Arvin Lindblad chez Racing Bull. Vraiment très cool. Mon flop, alors j'ai pas su choisir, cette fois-ci j'en ai 3, j'ai pas le choix. J'ai Red Bull avec un très mauvais départ quand même de saison, avec ce crash de Verstappen en Q1 et cette défaillance moteur de Adjar en course. Vraiment très dommage, ça les met en difficulté, ils marquent pas de points, enfin c'est vraiment, en tout cas ça met pas en confiance, et quand on écoute Max Verstappen, il est quand même pas très heureux de cette nouvelle réglementation, de cette nouvelle voiture. On a aussi Aston Martin, c'est on va dire le plus gros flop de ce début de saison, mais j'en ai
déjà pas mal parlé. Et mon troisième flop, c'est Ferrari avec ses stratégies. Franchement, moi, à nouveau, je répète, je pense qu'on a une stratégie décalée, au moins un des deux pilotes qui sort sous safety car aurait été un peu plus intéressant, je pense. En tout cas, en début de saison. Je pense que ça vaut le coup de faire des voilà, on est au tout début, les voitures, on les connaît pas. Ils étaient en tête, mais derrière, on a quand même Mercedes qui s'arrête. Enfin bref, voilà. Moi, je pense qu'il y a eu une erreur stratégique en ne faisant pas une stratégie décalée sur au moins un des 2 pilotes. Maintenant, on va faire mon point sur mes 2 petits chouchous. Donc Hadjar, on en a déjà parlé, mais un très beau début de saison avec Red Bull. Vraiment, je suis extrêmement heureuse pour lui. S'il n'avait pas eu sa défaillance moteur, honnêtement, je pense qu'il aurait pu faire une belle course en Grand Prix. Alors, il n'avait pas fait un excellent départ de mémoire. Il s'était même fait dépasser par Lindblad, il me semble. Et après, il y a eu quelques overtakes. Mais je pense qu'il aurait pu marquer des gros points, rester peut-être même devant la McLaren de Norris. Donc, franchement, je suis vraiment très déçue pour Hadjar, même s'il fait un très beau début de saison, avec, je pense, de belles performances à venir. Et en tout cas, il n'a pas l'air d'avoir un écart énorme avec Max. Donc voilà, à voir pour la suite, mais en tout cas, très beau début de saison pour Isaac Hadjar. Et mon deuxième chouchou, c'est Ocon. Alors, ils ont fait de très beaux essais à Barcelone, à Bahreïn, avec les As. Là, c'était un peu moins flagrant. En tout cas, la voiture, elle a pas autant de performance, je pense, que ce qu'ils attendaient. Ce qui est assez intéressant, ce que disaient les commentateurs de Canal+, c'est qu'on voit que l'équipe s'est vraiment mais ultra professionnalisée. Avec l'arrivée vraiment de Toyota, ils vont vraiment bénéficier de tout ce savoir-faire, donc ce qui est vraiment une belle chose. Mais Ocon est à nouveau derrière Berman. Alors, pas en qualif, mais en course. Je sais pas pourquoi exactement. Voilà, un manque de performance. Est-ce que c'est la gestion de la voiture à nouveau avec la récupération d'énergie? Je ne sais pas. Mais assez décevant et j'espère que ça va aller mieux. Et du coup, en plus, il ne marque pas de points sur ce premier Grand Prix puisqu'il finit 11e juste derrière Pierre Gasly, alors que Berman finit 7e. Donc à nouveau, la comparaison avec son coéquipier est pas bonne pour Ocon. Donc j'espère vraiment que ça va vite changer et ce dès la semaine prochaine en Chine. À noter pour la As la très grande vitesse de pointe, très bonne vitesse de pointe. Il me semble que Ocon pendant très longtemps a eu la meilleure vitesse de pointe sur tout le Grand Prix d'Australie. Donc voilà, c'était mon premier récap GP. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas pour qu'on échange en commentaire sur Instagram ou directement sur YouTube par rapport à ce premier Grand Prix. On se retrouve dès la semaine prochaine pour le Grand Prix de Chine. Donc à nouveau, horaire très matinaux. Sachant qu'on a, donc c'est un week-end avec la première course sprint pour les voitures de 2026. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule séance d'essai libre. Donc ça peut être un peu ardos pour les équipes. Avec une différence aussi qui a été notée, c'est que le circuit de Melbourne est a priori le circuit le plus difficile avec Monza. En termes de récupération d'énergie, ça devrait être un peu plus simple pour les pilotes en Chine. Donc j'ai très hâte de voir ça. On se retrouve donc dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et je vous retrouve très vite sur YouTube et Instagram.